Salutations! Vous avez tous déjà entendu parler de la loi de Murphy, qui dit que tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera forcément mal. Et son exemple le plus courant est celui de la tartine beurrée. Si votre tartine tombe, c'est forcément le côté beurré qui tombera par terre, rendant votre tartine immangeable. On va essayer aujourd'hui de voir si on ne peut pas expliquer ce fait irréfutable, car vous avez déjà tous fait tomber votre tartine et elle est toujours tombée du côté du beurre. Ne mentez pas, je vous vois, avec les règles de la physique. Fixons le décor. Une table de hauteur H et une tartine, négligemment posée sur le bord. Son barycentre G, sur lequel s'exerce le poids, a une distance delta du bord. On considère que la tartine a tout juste commencé à basculer. Visualisons ce qui va se passer. La tartine va effectuer une rotation autour du bord de la table, atteindre une position verticale, puis tomber, tout en continuant de tourner sur elle-même. Notre objectif est de calculer la vitesse de rotation de la tartine à partir du moment où elle a arrêté de toucher la table, puisqu'à partir de là, sa vitesse de rotation sur elle-même sera inchangée. Comme dans tout bon exercice de mécanique, on commence par faire l'inventaire des forces, le poids au barycentre et la réaction de la table au point de contact. On sait qu'on va étudier une rotation, donc il semble judicieux d'utiliser le moment cinétique, et même mieux, sa dérivée, puisqu'on a de jolies forces, et que seule la dérivée du moment cinétique fait intervenir le moment de ces forces. On a donc la dérivée du moment cinétique qui vaut, par définition, la somme des moments des forces, moment qu'il va nous falloir calculer. Et là, on réfléchit un peu. On note qu'on n'a toujours pas choisi le point à partir duquel on allait calculer tous les moments des forces, et qu'en plus, on ne sait rien sur la réaction de la table, ce qui est quand même bien embêtant. Conclusion, on prend comme origine le point de bascule. Ainsi, le moment de la force de réaction vaut 0, puisqu'on rappelle que le moment d'une force, c'est le produit vectoriel entre la force et le vecteur qui va du point choisi comme origine au point d'application de la force. Si la force s'applique en ce point originel, le moment est nul. Maintenant, on va faire le calcul du moment du poids. Pour le moment, j'aime bien utiliser la technique du bras de levier pour m'y retrouver. Le moment vaut plus ou moins A fois la norme de la force. On met plus quand la force fait tourner dans le sens trigonométrique. Donc ici, c'est un moins. Soumise à son poids, on voit bien que la tartine tournera dans le sens horaire. La norme du poids vaut m fois g. Reste A, qui est la longueur de la perpendiculaire à la force passant par le point O. On a ici, au cours de la rotation, un triangle rectangle, où l'hypoténuse vaut delta, puisque G effectue une rotation autour de O. Par la trigonométrie, on trouve que A vaut delta cos θ. Quant à la dérivée du moment cinétique, c'est le moment d'inertie, qu'on calculera à la fin, multiplié par l'accélération de la rotation de la tartine. Au passage, je viens de supposer deux choses. La tartine ne glisse pas, donc elle fait une simple rotation. C'est pour ça que delta reste inchangé. Et je considère qu'il s'agit d'un système solide, qui ne se déforme pas, sinon ça fait tout rater. Je dois donc préciser mon hypothèse de départ. Je ne peux pas me contenter d'une bête tartine sur brioche ou pain aux graines. Il me faut quelque chose de rugueux et de rigide. Je prends donc mes responsabilités et je me place dans l'hypothèse d'une biscotte. Voilà, ici on fait un boulot propre. Maintenant, on se retrouve avec l'accélération angulaire, ce qui est sympa. Mais nous, on voudrait la vitesse angulaire. Ce qui serait bien, ce serait d'intégrer. Ah bah, on peut intégrer le moment cinétique, même que ça s'appelle l'intégrale première du mouvement, même si en l'occurrence, le nom, on s'en moque. Et comme θ est déjà en fonction du temps, pour mieux voir l'intégration, qui est un peu camouflée, je multiplie par θ point. On reconnaît alors que si on intègre par rapport au temps, on obtient θ point carré sur 2 et sinus de θ. Dérivée pour voir, mais vous verrez que c'est la bonne intégration. Concernant la constante, on va prendre l'angle θ au tout début de l'expérience, c'est-à-dire tout simplement pour un angle de rotation de 0. Cool!
Maintenant, on a une expression de la vitesse angulaire en fonction de l'angle. Ah bah du coup, c'est bon. Nous, on voulait savoir la vitesse angulaire finale, au moment où la tartine a fini sa rotation. Donc, pour un angle θ qui vaut moins pi sur 2. On remplace et bingo, on a notre vitesse angulaire. Et on intègre pour avoir l'angle de rotation de la tartine en fonction du temps. Il ne reste plus qu'à savoir combien de temps la tartine met pour atteindre le sol, pour déterminer sur quel côté elle tombera. On en revient à un exercice de chute libre. Avec la relation fondamentale de la dynamique, on ajuste le poids pour l'accélération. On intègre avec une vitesse nulle de départ et on réintègre avec une position initiale de h. On s'intéresse au temps t max pour lequel l'altitude de la tartine vaut 0. On trouve donc l'expression du temps de chute de la tartine. On prend ce temps qui correspond au temps mis par la tartine pour toucher le sol, on le met dans l'expression de l'angle et on a une jolie expression de l'angle de rotation de la tartine au moment où elle touche le sol. Et on peut même éliminer le champ de pesanteur de la Terre. Reste à avoir ces fameuses valeurs. On va notamment calculer ce fameux moment d'inertie. Pour le calculer, entre le cas discret et le cas continu, on va malheureusement devoir utiliser le cas continu. Ainsi, le moment d'inertie vaut la somme des petites masses éloignées de l'axe de rotation multipliées par leur distance à l'axe au carré. Comme la masse volumique est la même partout, on va sortir ρ pour ne parler qu'en termes de volume. Voici donc la tartine, et on va la regarder de profil pour que vous puissiez mieux comprendre. On a un premier volume d'épaisseur E, de largeur petit l et de longueur dx. On le multiplie par x, distance à l'axe, que l'on met au carré. Puis, on prend le deuxième volume, qui est identique. Seul change x, qui est légèrement plus proche. On va donc sommer tous ces petits volumes, et ça va nous donner l'intégrale où cette distance x va varier entre L sur 2 et 0. On fait la même chose de l'autre côté de la tartine, donc on multiplie par 2. Et après intégration de x au carré, qui vaut x au cube sur 3, voilà notre moment d'inertie. Maintenant, on va vraiment chercher les valeurs numériques pour enfin résoudre cette damnée question. Pour les dimensions de la biscotte, on part sur du classique. 10 cm de longueur, 5 de largeur et 1 d'épaisseur. On a donc un volume de 50 cm3. Pour une masse de 9 grammes en moyenne, ça fait une masse volumique de 180 kg par mètre cube. Prenons un delta de 2 cm. Votre tartine est négligemment posée sur le bord de la table, prête à tomber. Pour la hauteur h de votre table, je suis allé sur un site assez peu connu de type jaune et bleu, j'ai tapé table et la moyenne de la hauteur des 16 articles les plus demandés m'a donné 73,6 cm. Tout ça nous donne 8,4 radians. Sachant qu'un cercle c'est 2 pi radians, soit à peu près 6 radians. On obtient par produit en croix que la tartine a le temps de faire un peu moins d'un tour et demi lorsqu'elle heurte le sol. Et alors qu'elle tombe sur sa tranche, le poids achève le travail pour saccager définitivement votre journée. La loi de Murphy est donc vérifiée. La physique tout entière se ligue pour vous empêcher de prendre un petit déjeuner tranquille. Maintenant que cette question existentielle est enfin résolue, la prochaine fois, on étudiera le cas où la tartine est attachée sur le dos d'un chat pour rendre compte de l'intrication quantique.